La belle-mère l'a enterrée vivante pour s'emparer de l'héritage de son défunt mari, mais ce que Dieu a fait avec elle a été vraiment terrifiant. Camilla apprit que son père allait se marier avec une inconnue le même jour où le miroir de sa mère se brisa. Elle avait 19 ans, la peau marquée par le soleil et le regard pur de celle qui n'a jamais fait de mal. Elle était la fille unique d'Arturo Maldonado, un homme respecté pour son travail acharné, pour sa manière juste de traiter les ouvriers, et pour avoir bâti de ses propres mains cette plantation d'avocats qui nourrissait désormais la moitié du village. Depuis que Camilla avait l'usage de la raison, la plantation était son univers, les sillons verts, les arbres aux noms que seule elle connaissait, le son lointain des machettes ouvrant un chemin dans les broussailles. C'est là qu'elle avait enterré sa mère à l'âge de 7 ans. Et c'est là aussi qu'elle avait grandi, entre la terre, le deuil et l'espérance. Depuis toute petite, Camilla savait ce que signifiait le sacrifice. Elle ne connaissait pas le luxe. Ses vêtements étaient simples, ses cheveux toujours attachés, et ses mains rugueuses. Elle ne se plaignait jamais. Son père disait qu'elle avait hérité de l'âme forte de sa mère. Mais ce qu'elle n'avait pas hérité, c'était la protection d'un monde juste. Ce matin-là, le soleil s'était levé tôt comme d'habitude, mais l'atmosphère semblait différente. Les chiens n'aboyaient pas. Les poules ne picoraient pas avec le même rythme. Et Arturo marchait plus lentement que d'ordinaire, traînant les pieds sur le parquet grinçant de la maison principale. Il portait sa chemise blanche à boutons, celle qu'il ne mettait que pour aller à la messe ou chez le médecin. Camilla le trouva étrange, comme s'il cachait quelque chose. Et elle ne se trompait pas. « Camilla, il faut que je te parle, » dit Arturo en s'asseyant difficilement sur la chaise de la cuisine. Il peinait à respirer. Elle posa sa tasse de café sur la table. Elle le regarda, inquiète. « Tu as mal à la poitrine, encore ? » « Ce n'est pas ça. »« Enfin, si, mais ce n'est pas le principal. Écoute-moi calmement, s'il te plaît. »« Qu'est-ce qu'il se passe, papa ?» Il inspira profondément. Il la regarda avec un mélange de culpabilité et de détermination. « Je vais me marier. » Camilla sentit son sang se glacer. Elle le regarda sans dire un mot. Elle attendait un rire, une explication absurde. Mais Arturo ne plaisantait pas. « Avec qui ? » Elle s'appelle Lorena. C'est une femme, merveilleuse. Je l'ai rencontrée en ville, quand je suis allée faire mes examens du cœur. Une infirmière ? Non. Elle tient une petite boutique. Elle m'a servi un jour, et puis on a reparlé. Je l'ai vue plusieurs fois. Elle m'écoute. Elle m'accompagne. Et tu vas l'amener ici ? Vivre avec nous ? Non. Pas avec toi. Avec toi, non. C'est ma femme. Elle vivra avec moi. Camilla ne savait que dire. Elle avait la poitrine serrée. Son père ne la regardait pas dans les yeux. Il y avait quelque chose d'étrange dans tout cela. Et elle l'avait su dès le début, cette femme venait chercher quelque chose. Pas l'amour. Depuis combien de temps tu la connais ? 3 mois. 3 ? Et tu vas déjà te marier ? Je suis malade, Camilla. Tu le sais. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Et je ne veux pas mourir seule. Camilla serra les dents. La solitude de son père n'était pas une excuse pour faire entrer une étrangère dans sa maison. Tu n'es pas seule. Je suis là. J'ai toujours été là. Tu as la vie devant toi. Tu ne peux pas t'occuper d'un vieux malade. Bien sûr que si. Mais ça ne te donne pas le droit de faire ça. Je ne te demande pas la permission, dit Arturo, en élevant la voix pour la première fois. C'est une décision prise. Ce fut la première fois que Camilla sentit que son père lui lâchait la main. Comme si, soudainement, tout ce qu'ils avaient vécu ensemble s'effaçait avec une signature. Elle ne pleura pas sur le moment. Mais cette nuit-là, en entrant dans la chambre de sa mère et en voyant le miroir fracassé sur le sol, elle sut qu'un sombre présage approchait. Lorena arriva une semaine plus tard. Elle était vêtue de noir, portait d'immenses lunettes de soleil qui couvraient la moitié de son visage, et un parfum si sucré qu'il en devenait écœurant. Elle salua avec un sourire glacé, examinant chaque recoin de la maison comme si elle lui appartenait déjà. Elle n'apportait pas beaucoup de bagages, mais elle traînait une aura de supériorité qui mettait tout le monde mal à l'aise, même les ouvriers.
Alors c'est toi la fameuse Camilla, dit Lorena, tendant une main que Camilla ne voulut pas serrer. Ton père m'a beaucoup parlé de toi. Camilla se contenta de l'observer en silence. J'espère qu'on s'entendra bien. Pour Arturo, poursuivit la femme, comme si l'homme était un trophée à partager. Pendant les premiers jours, la tension dans la maison était épaisse. Arturo, de plus en plus faible, tentait de faire comme si tout allait bien. Mais les employés murmuraient. Certains cessèrent même de venir. Personne n'avait confiance en Lorena. Son attitude distante, sa façon de parler comme si tout la dérangeait, sa manière de regarder Camilla comme si elle était un obstacle. Camilla commença à passer plus de temps en dehors de la maison, dans la partie basse de la plantation, près de la rivière. Là, elle se sentait en sécurité. Un endroit où sa mère s'asseyait pour lui lire des contes quand elle était petite. Dans ces moments, elle se souvenait de sa voix, de son odeur, de son rire. Tout ce que Lorena n'avait pas. Un après-midi, alors qu'elle ramassait des fruits pour les apporter à la cuisine, elle entendit une conversation qui la figea. Lorena parlait au téléphone, sans savoir que Camilla se trouvait derrière le mur en adobe. Oui, il s'est déjà marié avec moi. Tout se passe comme prévu. Il me suffit qu'il signe ses papiers et c'est terminé. Un silence. Non. Il ne sait rien. La fille est un problème, mais je trouverai comment m'en débarrasser. Camilla resta figée. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. La voix de Lorena était différente. Froide, calculatrice. Sans la moindre trace d'affection. Cette femme ne l'aimait pas. Elle utilisait son père. Et Camilla n'avait aucune idée jusqu'où elle pouvait aller. Cette nuit-là, Camilla affronta Arturo. Cette femme n'est pas ce qu'elle prétend être. Assez, cria-t-il, plus agité qu'elle ne l'aurait imaginé. J'en ai assez de ta jalousie. Jalousie? Je ne suis pas jalouse. Je suis inquiète pour toi. Je l'ai entendu parler au téléphone. Elle a dit qu'elle allait me faire disparaître. Et tu veux quoi? Que je reste seule jusqu'à la mort? Non. Mais pas non plus que tu te fasses tuer par ambition. Arturo porta une main à sa poitrine. Il peinait à respirer. Camilla eut peur et courut chercher un verre d'eau. Papa, s'il te plaît. Je ne veux plus de discussion. Je ne suis plus jeune. Je veux vivre ce qu'il me reste en paix. Camilla comprit qu'elle ne pourrait pas le faire changer d'avis. Et dans son silence, Lorena trouva un terrain fertile. Les jours devinrent gris. Arturo restait enfermé dans sa chambre. Lorena contrôlait tout, les comptes, les déplacements, les employés. Même les visites. Camilla était obligée de manger seule, dans la cuisine. Elle ne dormait plus dans sa chambre habituelle, mais dans une petite pièce à l'arrière, sans fenêtre. Un mois plus tard, Arturo appela son avocat, Don Gennaro. Un homme âgé, de confiance, qui connaissait la famille depuis toujours. Camilla parvint à entendre une partie de la conversation depuis la porte. Je veux que tout soit réglé. Mon héritage. La plantation. Les comptes. Pour qui? Pour Camilla. C'est mon sang. Qu'elle reçoive tout quand elle aura 21 ans. Gennaro acquiesça en silence. Il prit des notes. Mais avant de partir, il croisa Lorena dans le couloir. Son regard fut une menace. Elle ne dit rien, mais Gennaro ressentit un malaise qu'il n'oublierait jamais. Cette nuit-là, Camilla se réveilla en sursaut. Elle avait entendu quelque chose. Elle descendit les escaliers à pas de loup. Depuis la cuisine, une lumière tamisée filtrait sous la porte. Lorena parlait toute seule. Ou c'est ce qu'il semblait. Vieux idiot. Il croit qu'il peut jouer avec moi. Mais la plantation sera à moi. Toute. Avec ou sans sa fille. Le cœur de Camilla battait à tout rompre. Ce n'était plus un doute. C'était une menace directe. Les jours suivants furent encore plus sombres. Arturo commença à cracher du sang. Lorena disait que c'était normal, que le médecin était au courant. Mais aucun médecin ne venait. Personne ne venait. Camilla ne pouvait pas sortir. Elle n'avait pas accès au téléphone.
La plantation était devenue une prison. Un matin, Arturo ne descendit pas prendre le petit déjeuner. Lorena cria depuis la chambre. Camila monta en courant. Son père était allongé dans le lit, immobile, la main sur la poitrine et les yeux ouverts. « Papa !» cria Camila. « Papa, réveille-toi !» Lorena faisait semblant de pleurer, mais ses yeux étaient secs. Elle appela le médecin du village, qui signa le certificat, arrêt cardiaque. Les funérailles furent rapides. Lorena insista pour qu'on ne le veille pas trop longtemps. Qu'il repose en paix, sans souffrance, disait-elle. Mais le corps était encore tiède quand on l'enterra. Camila se retrouva seule. Orpheline. À 19 ans, sans famille, sans soutien, sans alliés. Et désormais, avec la nouvelle dame de la plantation. Et maintenant, avec la nouvelle maîtresse du domaine, la maison était devenue un mausolée aux murs qui ne respiraient plus et aux fenêtres tournées vers le néant. Le corps d'Arturo Maldonado n'était sous terre que depuis 2 jours, et déjà l'odeur de l'encens avait été remplacée par le parfum entêtant de Lorena, un mélange écœurant qui envahissait jusqu'au drap de Camila. Le deuil, en apparence, régnait sur la propriété. La veuve organisa une messe simple, sans invité, sans musique. Elle prétendit que son époux souhaitait une cérémonie intime. Mais tout le monde savait qu'Arturo n'aurait jamais voulu un adieu aussi froid. Camila parlait à peine. Elle errait comme un fantôme dans les couloirs, les vêtements froissés, les yeux rougis. Elle dormait mal, mangeait peu. Certaines nuits, elle se levait pour voir si la porte de la chambre de son père était encore fermée. Parfois, elle jurait entendre sa toux au fond du couloir. Ou le bruit de sa canne sur le parquet. Lorena, de son côté, s'habillait en noir avec une élégance forcée. Elle marchait droite, les lèvres serrées, comme si une rage contenue bouillonnait en elle. Elle gérait la maison avec la rigueur d'un militaire. Elle contrôlait les horaires, les repas, les entrées et les sorties. Elle renvoya le cuisinier sous prétexte des économies, réduisit les horaires des ouvriers et interdit à Camila d'approcher les livres de comptes. « Tu es trop jeune pour ces choses-là, lui dit-elle en souriant avec les dents serrées. Laisse ça aux adultes. Camila ne répondit pas. Elle savait que chacune de ses paroles serait interprétée comme une attaque. Depuis la mort de son père, sa voix n'avait plus de poids dans la maison. Elle n'avait que 19 ans, et même si légalement elle restait l'héritière, Lorena se comportait comme si le domaine lui avait toujours appartenu. Un jour, une lettre arriva. Une enveloppe blanche, scellée avec le cachet du cabinet de Don Gennaro. Lorena la saisit avant que Camila ne puisse s'en approcher. Elle la lut seule, dans sa chambre. Lorsqu'elle en sortit, son visage n'était plus le même. Le maquillage ne parvenait pas à dissimuler la fureur. Elle serrait si fort le papier que ses ongles y laissèrent des marques. Elle se rendit à la cuisine, où Camila pelait une orange, les mains sales de terre. « Tu sais ce que disait cette lettre ?» demanda-t-elle d'une voix basse, mais venimeuse. Camila leva les yeux. « Non, je ne sais pas. » Elle disait que tout ce domaine, les terres, les comptes, les maisons, t'appartiennent. Que Arturo t'a tout laissé. Absolument tout. Il y a juste un détail, tu ne peux toucher à rien avant tes 21 ans. 2 ans. 2 maudites années. Camila avala sa salive. Elle ne savait pas si elle devait se sentir soulagée, ou terrifiée. Mon père avait confiance en moi. Ton père était malade. Il ne pensait plus clairement. Mais ne t'inquiète pas, je prendrai soin de ce qui t'appartient, dit Lorena en se penchant, frôlant son visage du sien. Comme une bonne belle-mère. Ce jour-là, Camila cessa de manger dans la salle à manger. On lui assigna une assiette froide dans la cuisine. Ses chaussures disparurent. Ses vêtements furent remplacés par des fripes. Les employés qui l'appréciaient furent congédiés. Et son téléphone disparut mystérieusement. Elle passa des jours sans parler à personne, si ce n'est aux poules et aux arbres. Parfois, elle montait sur la colline, là où le vent était moins cruel et l'air ne sentait pas le parfum artificiel. Là, elle sentait que sa mère l'écoutait. Là, elle pouvait pleurer. C'est lors d'une de ces échappées qu'elle la vit pour la première fois. Une silhouette petite, maigre, couverte d'un tissu sale, ramassait des restes de nourriture derrière l'enclos.
Elle avançait pieds nus avec précaution, comme si elle craignait de faire du bruit. En la voyant, Camilla ne cria pas. Elle s'approcha lentement, avec douceur. La fillette leva la tête, effrayée, les yeux noirs et profonds comme des puits. Elle devait avoir 8 ou 9 ans, mais son regard semblait avoir traversé des siècles. « Je ne vais pas te faire de mal, dit Camilla d'une voix douce. La fillette ne répondit pas, prête à fuir. « Tu as faim ?» Elle hocha à peine la tête. Camilla sortit de sa poche une empanada enveloppée dans une serviette. Elle la lui tendit. La petite la prit avec des mains tremblantes et commença à manger comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. « Comment tu t'appelles » Esperanza, murmura-t-elle sans cesser de regarder autour d'elle. « Tu vis seule » Là-haut, dit-elle en pointant une grotte dans la montagne. Avec les chiens. Camilla sentit une douleur dans la poitrine. Cet enfant lui ressemblait, mais en plus seule, plus brisée. Dès lors, elles se retrouvèrent en silence. Camilla cachait du pain, des fruits, des restes. Esperanza apparaissait au crépuscule, prenait ce qu'elle pouvait et s'en allait sans dire grand-chose. Parfois, elle restait assise à côté d'elle, écoutant les contes que Camilla se rappelait de son enfance. Aucune ne posait trop de questions. Ce n'était pas nécessaire. Pendant ce temps, Lorena commença à recevoir des visites nocturnes. Des hommes en costume, dans des voitures luxueuses. Des conversations à voix basse. De l'argent échangé. Des documents signés en secret. Camilla les observait depuis l'ombre, les recoins. Une nuit, elle entendit un nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Si la gamine parle, on est foutu, » disait l'un des hommes. « Tu es déjà enregistrée comme veuve légale, mais tu ne peux pas toucher l'argent tant qu'elle n'a pas 21 ans. Ou qu'elle meure. »« Je cherche déjà une solution, » répondit Lorena, d'un ton glacial. « Mais il me faut du temps. »« Il n'y a pas de temps. Des gens ont déjà investi. »« Tu me menaces ? Je te rappelle que personne n'attendra 2 ans. » Camilla, cachée derrière le mur, tremblait. Elle comprit que sa vie était en danger. Que Lorena ne voulait pas seulement la propriété. Elle voulait la faire disparaître. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle fit un petit sac. Elle pensa à fuir. Aller au village. Dénoncer. Mais qui la croirait ? Elle n'était qu'une adolescente, sans preuve, sans téléphone, sans soutien. Et Lorena. Lorena était la veuve respectable, la propriétaire des lieux. Elle avait des contacts, des avocats, du pouvoir. La paranoïa s'installa. Elle sentait des pas derrière elle en marchant. Des voix entre les arbres. Elle se mit à dormir avec un couteau sous l'oreiller. Même Esperanza remarqua le changement. « Tu as des yeux de peur, » lui dit la fillette un soir. « C'est que je suis en danger. Tu veux te cacher dans ma grotte ?» Camilla sourit, mais ne répondit pas. Une semaine plus tard, cela arriva. Elle s'était disputée avec Lorena. Elle voulait accéder au compte. Savoir combien d'argent il restait, ce qu'on faisait des terres. Lorena explosa. « Tu n'es qu'une ingrate. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais déjà à la rue. Tu ne peux pas me chasser. Cette maison appartenait à mon père. Ton père est mort. Et toi, tu vas suivre le même chemin. » La menace était claire. Cette nuit-là, Camilla disparut. La porte de derrière était ouverte. Son lit, intact. Son sac, vide. Elle n'avait laissé aucun mot. Rien emporté. Elle s'était simplement volatilisée dans l'obscurité. Lorena feignit la détresse. Appela la police. Organisa des recherches. Pleura devant le curé du village. Elle affirma que Camilla était dépressive. Qu'elle parlait toute seule. Qu'elle souffrait d'hallucinations. Personne ne la contredit. Une seule personne ne crut pas cette version. Esperanza. La fillette retourna sur la colline cette nuit-là, avec une lampe de poche volée. Elle fouilla parmi les arbres, cria son nom. Mais le silence fut sa seule réponse. Camilla avait disparu. Et le domaine était désormais entièrement entre les mains de la nouvelle maîtresse. L'héritage était servi. Le chemin du mal n'avait plus de retour possible.
Et le pire, ne faisait que commencer. Lorena se présenta au commissariat les yeux gonflés, les cheveux défaits et une écharpe noire couvrant une partie de son visage. Elle tenait une photo de Camilla entre ses mains, froissée au coin comme si elle l'avait traînée partout avec elle. Devant les agents, sa voix tremblait. Elle déclara que sa belle-fille avait disparu dans la nuit. Qu'elle était instable, sujette à des épisodes dépressifs. Qu'elle craignait qu'elle se soit donné la mort. Elle pleura, avec des pauses mesurées, comme si sa douleur suivait un rythme appris. Les journaux télévisés locaux répétèrent son image pendant des jours. La veuve exemplaire, cherchant désespérément la fille de son défunt mari. À l'église, elle demanda des prières pour son retour. Elle organisait des groupes de recherche qui ne dépassaient jamais le portail de la propriété. Elle appelait les voisins, feignait l'hystérie. Son jeu était impeccable. Personne ne doutait d'elle. Personne, sauf une enfant. Esperanza n'avait pas dormi depuis la nuit où Camilla avait disparu. Son refuge dans la montagne lui semblait plus froid. Le pain n'avait plus le même goût. Comme si l'air lui-même savait qu'un drame était arrivé. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle comprenait le langage de la peur. Et cette peur s'était glissée en elle comme un couteau lent. Elle tenta de s'approcher du domaine, mais le portail était fermé. Un nouveau garde surveillait l'entrée, un homme au visage de chien enragé, qui ne laissait même pas passer le vent. Esperanza observait de loin. Le soir, elle se rapprochait autant que possible, se cachant parmi les buissons. Elle ne voyait pas Camilla. Seulement Lorena, marchant avec un verre à la main et les lèvres peintes comme si le deuil l'ennuyait déjà. La vérité, pendant ce temps, était une plaie ouverte sous terre. Camilla était toujours en vie. Enfermée dans une boîte en bois de fortune, enterrée sous la terre sèche d'un terrain oublié à la lisière de la propriété. On l'avait droguée. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Elle n'avait plus la notion du jour ou de la nuit. L'air manquait. Chaque respiration était une lutte. La terre au-dessus d'elle écrasait ses côtes sans même la toucher. Ses ongles étaient brisés à force de gratter les parois de son tombeau. Son corps était engourdi, mais son esprit restait éveillé. Et dans ce silence sépulcral, sa seule compagnie était le bruit intermittent de sa propre folie. Lorena avait bien payé. L'homme qui l'aida était un ancien détenu vivant dans une cabane cachée dans la broussaille. Personne ne connaissait son nom, seulement son surnom tatoué dans le cou, sa peau. Elle lui promit de l'argent, une protection, une fuite à l'étranger. Il ne demanda qu'une pelle et le silence. Il accomplit sa part. Il transporta le corps de Camilla, encore sous sédatif, dans une caisse en bois récupérée. Il ne posa aucune question. Il creusa, enterra, reboucha. Puis il but à la bouteille que Lorena lui tendit comme paiement final. Quelques heures plus tard, on le retrouva mort dans sa cabane. Le médecin légiste parla d'empoisonnement. Personne ne s'en soucia vraiment. Il était seul. Personne ne le pleurerait. Avec le seul témoin hors jeu, Lorena dormit pour la première fois en semaine la porte ouverte. Le domaine était à elle. La fille, disparue. L'avocat, silencieux. Personne ne se mettait en travers de sa route. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Cette même nuit, un craquement se fit entendre dans la salle de bain du 2e étage. Un miroir accroché au-dessus du lavabo éclata en morceaux sans qu'on le touche. Lorena se réveilla en hurlant. Elle descendit en courant. Il n'y avait ni vent, ni porte ouverte. Le miroir gisait au sol, brisé. Au centre, une mèche de cheveux longs. Noirs. Familiers. Elle se dit que c'était une coïncidence. Mais le lendemain, les poules furent retrouvées mortes dans le poulailler. Toutes. Sans trace. Sans sang. Juste mortes. Le vétérinaire ne sut expliquer. Lorena ordonna de les enterrer en silence. Elle commença à allumer des bougies dans chaque pièce. Elle priait à voix basse. Elle commanda des talismans à une femme qui lisait le tarot. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux en pleine nuit, elle sentait une présence dans la chambre. Comme si quelqu'un l'observait depuis l'ombre. Camilla, enterrée, rêvait. Elle voyait le visage de sa mère. Elle entendait sa voix. Parfois,
elle croyait entendre des pas. D'autres fois, elle jurait sentir l'humidité pénétrer par les fissures. Son esprit commençait à se briser. Mais il lui restait une étincelle de volonté. Elle frappait avec les mains. Déchirait le bois. Hurlait, même si sa voix se perdait dans la terre. Et quelqu'un commença à entendre. Esperanza, au sommet de la colline, marchait pieds nus. Elle avait l'oreille fine, comme les animaux. Elle entendit un son aigu, étouffé. Une plainte. Elle crut que c'était le vent. Mais il revint. Encore et encore. Toujours au crépuscule. Un gémissement montant de la terre. Un sanglot étouffé. Elle en parla à un chien errant qui l'accompagnait. Puis aux arbres. Ensuite, elle osa s'approcher de la source. Elle marcha jusqu'à la parcelle abandonnée. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette zone. Le sol avait été remué. La terre n'était pas la même qu'ailleurs. L'air y était plus lourd. Elle s'agenouilla. Elle colla son oreille contre le sol. Silence. Elle attendit. Et alors, elle l'entendit. Un gémissement. Ce n'était pas le vent. Ni un animal. C'était humain. Elle se releva d'un bond. Courut jusqu'à sa grotte. Ramena une cuillère rouillée. Revint à l'endroit. Regarda autour d'elle. Personne ne la voyait. Et elle commença à creuser. Pendant ce temps, l'avocat Gennaro recevait un appel anonyme. Une voix grave lui dit que Camilla était morte. Qu'il ne pose pas de questions. Qu'il laisse tout en paix. Il raccrocha avant qu'il puisse répondre. Mais Gennaro n'était pas naïf. Il savait qu'Arturo n'aurait jamais disparu ainsi. Que Camilla n'aurait jamais fui sans rien dire. Et surtout, il savait lire dans les yeux de Lorena. Ce n'étaient pas les yeux d'une veuve. C'étaient les yeux d'une prédatrice. Il tenta d'accéder au testament original. Se rendit au tribunal local. Demanda les documents. Mais on lui répondit que quelqu'un d'autre les avait déjà réclamés. Quelqu'un avec autorisation. Quelqu'un avec du pouvoir. On lui montra une signature. C'était la sienne. Mais il ne l'avait jamais apposée. On lui dit cela avec un sourire nerveux. On lui recommanda la prudence. De ne pas s'attirer d'ennui. Que la finca Maldonado avait déjà une propriétaire. Ce soir-là, Gennaro but plus que d'habitude. Seul, chez lui, il alluma la cheminée et sortit une boîte de documents anciens. Parmi eux, une lettre écrite par Arturo avant sa mort. Ce n'était pas un document légal. C'était personnel. Elle disait, si quelque chose m'arrive, veille sur Camilla. Ne lui fais pas confiance. Gennaro sentit un frisson. Il glissa la lettre dans la poche de son manteau. Le lendemain, il irait la voir. Même s'il ne savait pas encore que Camilla n'était plus là, ou du moins, pas là où tout le monde le pensait. Dans la parcelle, Esperanza continuait à creuser. Ses ongles étaient remplis de terre. Ses mains saignaient. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais quelque chose, au fond d'elle, lui disait qu'elle ne devait pas s'arrêter. Le gémissement était plus net. Plus proche. Parfois, elle sentait le froid lui glacer les pieds. D'autres fois, que son cœur battait hors de sa poitrine. Et puis, ce fut le déclic. Un bruit creux. Un coup sourd contre la cuillère. Esperanza s'immobilisa. Elle frappa à nouveau. Son de bois. Une planche. Une boîte. Allô? Murmura-t-elle. Silence. Elle frappa avec une pierre. La planche céda un peu. Et là, elle entendit un cri. Faible. Étouffé. Mais réel. Esperanza tomba en arrière. Se couvrit la bouche. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle savait qu'il y avait quelqu'un de vivant là-dessous. Elle courut chercher de l'aide. Mais qui l'écouterait? Personne ne connaissait son nom. Personne ne ferait confiance à une gamine en haillons. Elle revint seule. Avec une pelle volée. Et elle recommença à creuser. À creuser avec fureur. Avec peur. Avec amour.
Pendant ce temps, Lorena vomissait dans sa salle de bain. Le nouveau miroir s'était aussi brisé. L'électricité sautait. Les lumières clignotaient. Elle entendait des pas là où il n'y avait personne. Des portes se fermaient seules. Ses rêves la trahissaient. Elle voyait Camilla, couverte de terre, tendant les bras, sortant de sa tombe. Elle se réveillait en hurlant. Elle ne dormait plus que 3 heures, tout au plus. Elle alla à l'église. Elle se confessa. Le prêtre la regarda fixement et lui dit, « Vous n'avez plus de pardon. Il ne vous reste qu'à affronter ce que vous avez semé. » Cette nuit-là, elle pleura. Non par remords, mais de peur. Et dehors, dans la parcelle oubliée, une enfant creusait avec les mains. La terre se relâchait. L'air devenait plus dense. Et, à l'intérieur de cette boîte en bois, une voix murmurait. « Je suis ici, je suis vivante. » Mais personne d'autre ne le savait. Personne, sauf Esperanza. Et ce qui allait suivre, allait tout changer. La pelle frappa une dernière fois et le bois céda dans un craquement sec. L'air devint lourd, mêlé à l'humidité de la terre retournée et à la sueur d'une fillette qui ne connaissait pas la peur. Esperanza tremblait. Son corps n'avait plus de force, mais sa volonté la poussait. Elle creusa avec les mains. Elle cria. Elle griffa. Et lorsque le couvercle de la caisse s'ouvrit à peine de quelques centimètres, une odeur âcre s'en échappa, mêlée à un souffle qui n'aurait jamais dû être là. « Allô » murmura Esperanza, la gorge sèche. De l'intérieur, une voix brisée répondit. « Je suis, là. » Camilla ne voyait pas bien. Sa vision était floue, ses membres engourdis, sa peau lacérée par le frottement contre le bois et l'air presque inexistant. Elle essaya de bouger, mais son corps ne répondait pas. Elle sentait simplement l'air effleurer son visage pour la première fois depuis des jours. Ce moment ne semblait pas réel. Le ciel gris, le visage couvert de terre de la fillette qui la regardait avec de grands yeux, les petites mains tendues pour la sortir. Ce n'était pas un rêve. Elle était vivante. Esperanza cria à l'aide, sans savoir si quelqu'un l'entendrait. Elle dévala la colline en courant, les mains en sang, jusqu'à trouver Domingo, un paysan qui vivait seul avec ses chèvres. Un homme grand, tanné par le soleil, muet depuis l'enfance à cause d'une fièvre qui lui avait volé la voix, mais pas l'âme. Il n'eut pas besoin de paroles. Il la vit agitée, l'écouta désigner la montagne d'un geste, comprit à l'urgence de son regard. Il prit une couverture, une brouette, et la suivit. Ensemble, ils sortirent Camilla du trou. Son corps flasque, couvert de terre, à peine maintenu par une corde que Domingo attacha avec des mains fermes. Quand la tombe improvisée fut derrière eux, Esperanza leva les yeux vers le ciel. Elle ne pleura pas. Elle respira. Comme si son âme revenait dans son corps. Camilla fut transportée dans une cabane cachée dans la forêt, loin des chemins connus. Domingo la couvrit de couverture et prépara une infusion chaude avec des racines et des feuilles. Esperanza la veilla sans dormir. Elle nettoyait ses blessures avec des linges humides, lui murmurait des histoires qu'elle inventait sur le moment. Personne d'autre ne le savait. Eux trois seulement. Une fillette des rues, un homme sans voix et une jeune femme revenue de l'enfer. Les premiers jours furent un entre-deux. Camilla ne parlait pas. Ses yeux se perdaient dans le plafond en bois. Elle ne se souvenait plus de son nom. Elle ne savait pas où elle était. Son corps était secoué de spasmes, comme si elle était encore enterrée. La nuit, elle hurlait. Elle se levait en sueur, tremblante, suppliant qu'on ne la referme pas, qu'on ne la laisse pas seule. Esperanza la serrait fort dans ses bras, répétant son nom comme un mantra. « Camilla, tu es ici. Tu es en sécurité maintenant. Personne ne va te faire de mal. » Petit à petit, la voix de Camilla revint. Au début, elle murmurait des mots isolés. Puis des phrases incomplètes. Ensuite, des questions. « Où est mon père ? Qui es-tu ? Pourquoi j'ai mal partout ? Et après plusieurs jours. Qui m'a fait ça ? » Esperanza, avec la délicatesse de celle qui a vécu plus de malheur qu'elle ne peut en dire, lui répondit avec sincérité. Elle lui parla de la nuit de sa disparition. De comment Lorena avait fait semblant de la chercher. Des larmes fausses à la télévision.
De comment personne n'avait cru qu'il se passait quelque chose de grave. Personne, sauf elle. Camilla ne réagit pas. Elle baissa simplement les yeux et serra les lèvres. La vérité était plus amère que l'enterrement. Au cours des semaines suivantes, la cabane devint un sanctuaire. Domingo chassait les lapins et fendait du bois. Esperanza lavait les vêtements à la rivière. Camilla réapprenait à marcher, avec difficulté. Son corps lui faisait encore défaut, mais son esprit commençait à se réveiller. Et avec lui, les souvenirs. Une nuit, devant le feu, l'image revint avec force. Elle était dans la cuisine. Lorena lui avait servi un thé. Il avait un goût étrange. Sa gorge brûlait. Puis tout devint flou. Elle vit son visage. Lorena. Qui la regardait fixement. Qui souriait. Le plafond tournait. Camilla tenta de se lever, mais son corps ne répondit pas. Quelqu'un la traînait. Puis, le noir. Elle se leva d'un bond. C'était elle, dit-elle à voix haute. Elle m'a droguée. Elle m'a enterrée vivante. Esperanza, qui somnolait près du feu, ouvrit les yeux. Tu en es sûre? Camilla acquiesça. Les muscles de son cou se tendirent. Les larmes ne coulaient pas. La haine était plus sèche que les pleurs. Je veux la tuer, dit-elle entre ses dents. Domingo la regarda, les yeux humides, et fit non de la tête. Il lui fit un signe, non. Camilla comprit. Ce n'était pas la voix. Mais son corps bouillonnait. Elle avait peur. Pas seulement pour elle. Elle savait que si Lorena avait pu faire cela à une fille, elle pouvait le faire à n'importe qui. Pendant que Camilla reprenait des forces, Lorena commençait à les perdre. Le miroir de la salle de bain explosa de nouveau. Cette fois, devant elle. Les éclats lui entaillèrent le front. Le médecin ne trouva aucune cause logique. Il parla peut-être d'humidité. Lorena hurla que c'était impossible. Que la finca était maudite. Elle refusa de dormir seule. Elle ordonna l'installation de caméras de sécurité. Mais elles tombaient toutes en panne. Les enregistrements s'effaçaient. Ou montraient des silhouettes qui n'étaient pas là. Elle commença à perdre ses cheveux. D'abord de petites mèches. Puis de grandes plaques sur la tête. Le cuir chevelu s'irritait. Des plaies apparurent. Le dermatologue parla de stress. Mais elle connaissait la vérité. Camilla était vivante. Quelque part. Son esprit la hantait. Dans ses cauchemars, elle voyait Camilla sortir de terre. Marcher pieds nus dans les couloirs. Tenant une pelle. Couverte de sang. Souriant. Elle ne dormait plus que 2 heures. Elle perdit du poids. Ses ongles tombaient. Elle s'injectait des calmants. Elle faisait appel à des guérisseurs. Appela un sorcier de la capitale. On lui fit une purification avec des œufs et des bougies noires. Tout sans effet. Le mal ne partait pas. Elle se mit à parler seule. Elle criait contre les murs. S'enfermait dans sa chambre. Le personnel ne la supportait plus. Le nouveau garde démissionna après l'avoir entendu murmurer des malédictions des heures durant. Gennaro, l'avocat, revint la voir. Il voulait voir Camilla. Lui demander des explications. Exiger des preuves de sa disparition. Lorena l'accueillit dans une robe de chambre tachée de vin. Elle sentait la sueur et le parfum rance. Elle le regarda comme si elle ne le reconnaissait pas. Que veux-tu? Connaître la vérité. La vérité, c'est que je suis entourée de traîtres, dit-elle d'une voix rauque. Camilla est partie. Elle ne voulait pas rester. Elle m'a abandonnée. Et pourquoi des documents falsifiés portent-ils ma signature? Lorena le fixa en silence. Puis éclata de rire. Un rire vide. Sec. Parce que tu ne peux plus rien faire, Gennaro. Elle est morte. Morte, tu m'entends? Gennaro pâlit. Comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que c'est moi qui l'ai enterrée. De mes propres mains. Le silence fut total. Gennaro recula. Tu es malade. Non. Je suis éveillée, répondit-elle, et lui claqua la porte au nez.
Ce même jour, Gennaro rédigea une lettre. Il garda une copie du testament, une autre de la lettre d'Arturo, et les envoya à son neveu en ville. Au cas où il lui arriverait quelque chose. Pendant ce temps, dans la cabane, Camila recommençait à rire. Esperanza lui tressait les cheveux. Domingo lui apprenait à pêcher. Les jours devenaient supportables. Elle ne criait plus la nuit. Elle ne rêvait plus de terre. Elle commençait à croire que le monde avait encore quelque chose à lui offrir. Un après-midi, Esperanza lui raconta son histoire. Elle était née dans une maison en carton, au bord de la rivière. Sa mère l'avait abandonnée à 5 ans. Son père était alcoolique et la frappait avec une ceinture chaque fois qu'il rentrait ivre. Elle s'était enfuie à 7 ans. Depuis, elle vivait dans la rue. Elle mangeait dans les poubelles. Dormait sous les voitures. Personne ne lui avait donné de nom. Elle se l'était choisie elle-même, Esperanza. Parce que c'était la seule chose qu'on ne lui avait pas volée. Camila pleura. Elle la serra fort dans ses bras. Jamais personne ne lui avait sauvé la vie. Encore moins une enfant avec autant de douleur en elle. Elle lui promit qu'elle ne serait plus jamais seule. Qu'elle ferait tout pour lui offrir un foyer. Esperanza sourit pour la première fois. Il lui manquait 2 dents. Son rire était pur. Les jours passèrent. Camila retrouvait des forces. Elle recommença à écrire. Elle dessinait sur des feuilles abîmées. Elle lisait des contes à Esperanza avant de dormir. Ses cheveux repoussaient. Sa peau cicatrisait. Son cœur faisait encore mal, mais il ne saignait plus. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se cacher éternellement. Elle devait affronter la réalité. Mais elle ne le ferait pas affaiblie. Elle avait besoin de temps. De se préparer. De reprendre le contrôle. Et lorsqu'elle serait prête, elle reviendrait. Et à ce moment-là, de la façon la plus inattendue, un souvenir revint. Le visage de Lorena. Penchée sur elle. Souriante. Tenant la tasse de thé. Disant quelque chose juste avant que tout ne s'éteigne. Dors tranquille. Tu ne sentiras rien. La phrase s'enfonça dans sa mémoire comme un poignard. Camila serra les poings. La femme qui avait tenté de l'enterrer vivante respirait encore. Mais plus pour longtemps. Ce n'était pas encore le moment de la justice. D'abord, elle devait renaître. Depuis l'abîme. Depuis le silence. Depuis la mort. Comme le font ceux qui ne renoncent pas. Comme le font ceux que le sang a trahis, mais que le destin a choisi. Comme elle le ferait. Comme le ferait Camila. L'aube sur la cabane dans la forêt était froide et lumineuse. Camila se regarda dans le miroir fendu que Domingo avait accroché à un clou rouillé. Son visage n'était plus le même. Il y avait dans ses yeux une ombre différente, comme si les jours passés sous terre lui avaient donné un secret que personne d'autre ne connaissait. Sa peau portait encore les cicatrices, mais son dos était droit et son regard, ferme. Elle n'était plus la jeune fille silencieuse de la finca. Elle était une autre. Une qui était morte, et revenue. Esperanza faisait chauffer de l'eau dans une vieille marmite noire. La fillette la regardait avec admiration. Camila était son héroïne silencieuse. Comme un arbre que le vent ne pouvait pas briser. Elle ne parlait jamais de la nuit de l'enterrement. Ce n'était pas nécessaire. Tout ce qu'elles avaient à se dire, elles le disaient par gestes, par des étreintes. Mais ce jour-là, Camila parla. Il est temps. Esperanza s'arrêta, la cuillère à la main. Temps de quoi? De revenir. De regarder en face celle qui a voulu me tuer. La fillette acquiesça lentement. Et qu'est-ce que tu vas faire? Camila ne répondit pas. Elle regarda vers la montagne, vers l'endroit où la terre avait essayé de l'avaler vivante. Elle ne connaissait pas encore la réponse. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait plus se cacher. Pendant ce temps, à la finca, Lorena se transformait. La femme élégante qui défilait en robes ajustées et maquillage impeccable était maintenant une silhouette courbée, enveloppée dans des peignoirs sales, les cheveux collés en mèches huileuses. Elle ne recevait plus personne. Les portes étaient verrouillées. Les fenêtres, couvertes de draps. Elle se mit à saigner des yeux. D'abord une larme rouge au réveil. Puis 2.
puis un filet constant qui coulait le long de ses joues. Les médecins ne comprenaient pas. Ils lui firent des analyses, des examens, des radios. Rien n'expliquait l'hémorragie. L'un parla d'une infection virale rare. Un autre, d'une manifestation psychosomatique. Lorena les chassa tous. Elle disait qu'ils étaient inutiles. Qu'ils ne comprenaient rien. Qu'ils ignoraient que le mal la pourrissait de l'intérieur. Elle faisait des cauchemars où Camilla l'observait depuis le coin du plafond. Les yeux pleins de terre. Souriant. Elle hurlait la nuit. Parfois, elle sortait dans la cour et creusait avec ses mains, criant son nom. Les ouvriers l'entendaient. Certains partirent. D'autres disaient que la finca était maudite. Que tout cela était le prix à payer pour ce qu'elle avait fait. Qu'il y a des choses que même l'argent ne peut cacher. Au village, on ne la nommait plus comme avant. Plus personne ne l'appelait Madame Maldonado. Maintenant, c'était la sorcière de la finca, la maudite, celle qui a vendu son âme. Les rumeurs circulaient. Certains disaient qu'elle avait tué son mari. D'autres, qu'elle pratiquait la magie noire. Qu'elle faisait des rituels dans la cave. Une femme jura l'avoir vue parler à son miroir. Une autre affirma avoir entendu des rires dans la finca, alors qu'elle était vide. Les rumeurs arrivèrent aux oreilles du prêtre du village, le père Elias. Un homme de foi et de caractère. Il alla lui rendre visite. Il frappa 3 fois à la porte. Personne ne répondit. À la 4e, la porte s'ouvrit toute seule. Lorena était au sol, une couverture sur les épaules, entourée de bougies éteintes. Ses lèvres étaient fendues. Ses cheveux, collés à son visage. En voyant le prêtre, elle sourit. « Ils viennent pour moi, mon père. Je n'en ai plus pour longtemps. » Le prêtre s'approcha avec prudence. Il s'agenouilla devant elle. « Qui vient pour toi ? » Eux. Ceux d'en bas. Ceux qui m'observent. Ils veulent me la rendre, mais pas comme elle était. Le prêtre lui proposa la confession. Lorena accepta. Elle dit qu'elle avait enterré quelqu'un. Qu'elle avait voulu l'écarter de son chemin. Que la terre avait refusé de la garder. Le prêtre ne comprit pas tout, mais il ressentit quelque chose. Comme si la mort marchait dans cette maison. Te repens-tu ? Non. Mais j'ai peur. Alors il n'y a pas de pardon. Le prêtre partit. Il ne revint jamais. On dit que lors de sa dernière homélie, il demanda aux fidèles de prier pour les morts qui marchent. Personne ne comprit ce qu'il voulait dire. Pendant ce temps, dans la cabane, Camilla préparait son retour. Elle se coupa les cheveux. Écrivit une lettre d'une main tremblante. Elle demanda à Esperanza de la remettre à Gennaro. La fillette marcha jusqu'au village, cachée parmi les buissons. Elle trouva l'avocat dans son bureau. Elle lui tendit la lettre, avec les yeux, lui dit ce que sa bouche ne pouvait expliquer. Gennaro lut. Son visage se crispa. Il pleura. Il serra la fillette dans ses bras. Il lui demanda de l'emmener jusqu'à Camilla. Elle refusa. Pas encore. Elle dit seulement, attends. Les jours passaient. Lorena ne pouvait presque plus marcher. Ses jambes la brûlaient. Ses mains ne lui obéissaient plus. Elle trébuchait. Rampait. Une nuit, elle voulut en finir. Elle monta sur le toit. Traînant une chaise. Se plaça au bord. Le vent lui fouettait le visage. Elle leva les yeux vers le ciel et cria. C'est assez maintenant, non ? Vous ne voyez pas que je me repens ? Personne ne répondit. Elle sauta. Mais elle ne mourut pas. Elle atterrit sur les branches d'un arbre sec. Elle se brisa la hanche. La colonne. Elle resta paralysée de la taille vers le bas. Elle se réveilla à l'hôpital. Branchée. Avec des sondes. Sans dignité. Personne ne vint la voir. Personne ne demanda après elle. Elle passa 3 semaines en convalescence. Puis, on la renvoya à la finca. Personne ne voulait la prendre en charge. Elle revint en fauteuil roulant. La finca lui sembla plus grande. Plus vide. Plus silencieuse. Elle ne contrôlait plus rien.
Ni son corps. Ni son âme. Une nuit, elle entendit des pas. Elle crut rêver. Mais en ouvrant les yeux, elle vit une silhouette debout près de la fenêtre. Camilla. Vêtue de blanc. Les cheveux courts. Plus maigre. Plus forte. Lorena voulut crier, mais aucun son ne sortit. Camilla s'approcha. Elle toucha son visage. Sans colère. Avec tristesse. Dieu s'est déjà occupé de toi, dit-elle à voix basse. Moi, j'ai choisi de vivre. Lorena pleura. Des larmes claires, cette fois. Pas rouges. Pas de rage. Camilla s'en alla. Et le lendemain, elle apparut à l'église du village. C'était un dimanche. Messe de 10 heures. Tout le monde était là. Gennaro. Les voisins. Les ouvriers qui restaient. Le père Elias. Tous. Quand Camilla franchit la porte, les murmures cessèrent. Plus un souffle. Certains se signèrent. D'autres s'agenouillèrent. Comme s'ils voyaient un fantôme. Mais ce n'était pas un fantôme. C'était elle. La fille qu'on avait enterrée vivante. L'héritière de la finca. Celle qui était revenue de la mort. Et son regard disait que la justice n'était pas terminée. Et que la justice était déjà en chemin. Quand Camilla marcha dans l'allée de l'église, entre les bancs bondés de gens qui peinaient à croire ce qu'ils voyaient, elle ne s'arrêta pas pour observer les visages qui se tournaient vers elle. Sa seule présence suffisait à balayer le mensonge le plus parfait, à exposer la vérité que Lorena avait voulu enterrer avec son corps. Elle ne portait ni noir, ni blanc, ni aucun ornement. Elle n'avait besoin d'aucun symbole. C'était elle. Vivante. Debout. Portant le poids de ce que tant avait refusé de voir. Le père Elias s'approcha, les mains tremblantes. Camilla? Oui, mon père. C'est moi. Mon Dieu, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Nous avons tous cru que tu étais morte. Et c'est exactement ce qu'il voulait que vous croyiez. Ce jour-là, il n'y eut pas de messe. Les cloches ne sonnèrent pas pour célébrer l'Évangile, mais pour annoncer le retour de la vérité. Gennaro fut le premier à l'embrasser. Il ne posa aucune question. Ce n'était pas nécessaire. La lettre qu'elle lui avait envoyée disait déjà l'essentiel. Mais la voir, vivante, droite, remplie d'une lumière nouvelle, suffisait à réveiller en lui une culpabilité qu'il ne pourrait jamais plus enterrer. Le scandale éclata en quelques heures. La nouvelle se répandit comme un incendie. L'héritière de la finca Maldonado est de retour. Elle a été enterrée vivante. Médias régionaux, journalistes nationaux, chaînes internationales. Tous voulaient l'histoire. Tous voulaient l'interview. Mais Camilla ne parla à aucun. Elle alla directement au tribunal. Elle dénonça avec précision. Comment elle avait été droguée. Comment elle s'était réveillée dans cette boîte en bois. Comment Esperanza, une fillette sans abri, l'avait sauvée. Comment Lorena avait simulé sa disparition. Comment elle s'était cachée pendant des semaines, regagnant ses forces. Elle montra ses blessures. Remit ses vêtements, les examens médicaux, la déclaration écrite de Domingo. Les preuves étaient irréfutables. Lorena fut transférée depuis la finca à l'hôpital, en fauteuil roulant. Elle ne dit pas un mot. On la retrouva assise face à un miroir, le regard perdu. L'infirmière qui l'accompagna au tribunal jura l'avoir entendue murmurer « C'est moi qui ai creusé. C'est moi qui l'ai recouverte. » Mais elle n'a pas voulu rester. Elle fut déclarée inapte à comparaître en pleine conscience. Sa détérioration était évidente. Mais la loi ne pardonne pas si facilement. Camilla ne se présenta pas comme une victime. Mais comme témoin. Comme héritière. Comme survivante. Les médias explosèrent. Camilla apparut dans tous les journaux télévisés, non par choix, mais parce que tout le pays voulait savoir quel genre de monstre était capable d'enterrer vivante une jeune fille innocente. Mais ce qui bouleversa le plus le public, ce fut l'image d'elle sortant main dans la main avec une fillette maigre, aux grands yeux timides, aux cheveux en désordre. Camilla la présenta d'une voix calme. « Voici Esperanza. Et elle m'a sauvé la vie.
Esperanza devint un symbole. Les réseaux parlèrent d'elle. On l'appela héroïne, ange, miracle. Mais la fillette ne voulait pas de gloire. Elle voulait seulement un toit et une étreinte qui ne se briseraient pas avec le temps. Camila le lui promit. La première chose qu'elle fit fut d'entamer une procédure d'adoption. Les avocats facilitèrent tout. Personne dans le système ne pouvait justifier l'abandon qu'avait subi cet enfant. En moins de 2 mois, le nom Maldonado fut officiellement ajouté au sien. Esperanza Maldonado. Fille de la terre. Fille de la douleur. Fille d'une résurrection. Lorena, pendant ce temps, fut internée sous surveillance dans une unité psychiatrique judiciaire. Sa déchéance était telle qu'elle ne reconnaissait parfois même plus son propre nom. Mais la justice suivait son cours. Au cours de l'enquête, on découvrit des documents cachés dans un faux tiroir de son bureau. Des listes de noms, des numéros de compte, des virements vers des paradis fiscaux. Des registres de propriétés obtenus par des prête-noms. Des noms de personnes disparues. Des histoires jamais élucidées. Lorena n'était pas seulement une meurtrière manquée. Elle faisait aussi partie d'un réseau de blanchiment d'argent, lié à des entrepreneurs corrompus et des politiciens locaux. L'affaire devint un scandale national. Plusieurs fonctionnaires furent arrêtés. D'autres prirent la fuite. Les autorités durent admettre qu'elles avaient ignoré d'anciennes plaintes, réduit au silence des témoins, classé des preuves. Camila assistait à chaque audience. Pas par vengeance. Par devoir. Par mémoire. Par justice. Elle la regardait sans haine. Parfois, elle se demandait si Lorena avait déjà été humaine. Ou si tout ce qui l'animait n'avait été qu'une ambition si féroce qu'elle avait brûlé jusqu'au dernier morceau de son âme. Le procès dura 5 mois. À la fin, Lorena fut reconnue coupable de tentative d'homicide, de fraude, d'enrichissement illicite, d'association criminelle et d'entrave à la justice. Mais avant d'être transférée en prison, elle eut un accident à la clinique. Elle chuta de son lit médicalisé en tentant de se lever seule. Sa tête heurta une barre métallique. Le traumatisme fut irréversible. État végétatif permanent. Elle ne parla plus jamais. Elle n'ouvrit plus jamais les yeux. La nouvelle fit la une des journaux aussi vite que son crime. Pour beaucoup, ce fut une justice divine. Pour d'autres, une tragédie inutile. Pour Camila, ce fut simplement la fin d'un cycle. Elle ne souhaita pas sa mort. Elle ne célébra pas non plus sa chute. Elle s'assit simplement près de la fenêtre et murmura. C'est fini. La finca revint légalement entre ses mains. Le processus de restitution fut rapide, étant donné la gravité de l'affaire. Gennaro fut chargé de lui remettre les papiers. Lorsqu'il la vit assise dans le bureau, en robe bleue, les cheveux attachés, il ne put retenir ses larmes. « Je t'ai trahi, dit-il, incapable de la regarder dans les yeux. » Camila resta silencieuse quelques secondes. Puis elle se leva et lui offrit une tasse de café. « Mon père m'a aussi trahi. » Pas en lui faisant confiance, mais en ne laissant pas clair qu'on ne négocie jamais avec le mal. Gennaro tremblait. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu parler plus tôt. Et moi, j'aurais pu crier plus fort. J'aurais pu fuir avant qu'il ne soit trop tard. Ils se regardèrent. Pas avec rancune. Mais avec cette tristesse profonde qui n'existe qu'entre ceux qui ont survécu à la même chose, depuis des endroits différents. « Je ne veux plus que tu sois mon avocat, dit Camila avec fermeté. Mais je ne veux pas non plus porter la haine dans mon cœur. Tu es libre de mon pardon. Fais ce que tu dois faire avec le tien. » Gennaro acquiesça. Il partit, la dignité blessée, mais avec la chance de commencer une nouvelle vie, loin de l'ombre des Maldonado. Camila, maintenant âgée de 21 ans tout juste, rassembla les ouvriers de la finca. Ceux qui étaient restés, et quelques-uns qui étaient revenus en apprenant son retour. Ici, on ne produira plus d'avocats pour remplir les poches de quelqu'un. Cette terre va nourrir un autre type de vie, déclara-t-elle d'une voix assurée. Elle annonça la création d'une fondation. Un foyer pour filles abandonnées, sans famille, abusées. Un lieu pour guérir, apprendre, grandir. Le même nom que portait autrefois la finca de son père allait devenir un refuge.
La Cosecha de Esperanza. En hommage à elle. À la fillette qui avait creusé de ses propres mains pour lui rendre son âme. La première à y vivre fut Esperanza. Puis 5 autres filles arrivèrent. Toutes portaient leurs cicatrices. Camila leur apprenait à planter, à lire, à parler sans peur. Elle leur disait que la douleur ne définit pas qui elles sont. Que l'amour ne vient pas toujours du sang, mais qu'il peut toujours pousser avec les mains. Les journalistes voulurent filmer des documentaires. Elle refusa. Elle disait que les vraies histoires ne se montrent pas avec des caméras. Elles se vivent, se partagent et se guérissent en silence. Parfois, elle s'asseyait seule sur le même banc où s'asseyait son père. Et elle lui parlait. « Tu as fait de ton mieux, papa. Moi aussi, je ferai de mon mieux. » Esperanza, quant à elle, allait à l'école. Elle apprenait vite. Elle disait qu'elle voulait devenir médecin. Que si un jour, quelqu'un avait besoin d'aide pour sortir de la mort, elle serait là. Avec plus qu'une pelle. Avec des connaissances, des mains propres, de la médecine, de l'amour. Et ainsi, la finca refleurit. Pas avec des avocats. Avec des filles qui riaient. Avec des mères qui serraient fort. Avec des âmes qui renaissaient. La justice était arrivée. Mais pas par la violence. Ni par la vengeance. Par la vie. Par la dignité. Par le retour d'une héritière qui avait choisi de ne pas détruire ce qui avait presque réussi à la détruire. Et il restait encore la fin. Une fin que tout le village allait se rappeler pour toujours. Une fin qui arriverait en silence, mais avec l'écho de tous ceux qu'on avait un jour enterrés vivants, et qui étaient revenus pour vivre, vraiment. Merci de ta patience. Voici la traduction intégrale en français de France du dernier passage que tu as fourni, sans omission ni mise en forme spéciale. Le temps ne s'arrêta pas après le procès. Il n'y eut ni feu d'artifice ni célébration dans les rues. La victoire de Camila ne fut pas une fête, mais un semis. Les applaudissements s'éteignirent avec les mois, les journalistes cherchèrent de nouvelles histoires et les caméras cessèrent d'encercler la finca. Mais ce qui avait germé là, sur cette terre maltraitée par l'avidité, grandissait en silence. Fort. Indestructible. La finca n'était plus la même. Les arbres étaient toujours là, hauts, immenses, mais la récolte était désormais humaine. Les fillettes arrivaient avec des histoires différentes, mais des regards semblables. Douleur, rage, peur. Camila ne les questionnait pas. Elle les laissait venir, les écoutait quand elles pouvaient parler, les serrait dans ses bras quand les mots manquaient. Esperanza les guidait, avec la douceur qu'elle avait apprise de Camila et la fermeté que l'abandon avait semée dans son caractère. Esperanza avait 12 ans. Elle savait déjà lire couramment, écrire sans faute, faire des multiplications de tête et décrire le système circulatoire avec une précision étonnante. Chaque semaine, elle découpait des articles médicaux dans les vieux journaux qu'on rapportait du village. Elle rêvait d'aller à l'université. Elle disait qu'un jour, elle serait docteur. Et pas pour l'argent. Elle le disait avec une conviction qui faisait pleurer les femmes du village quand elles l'entendaient. « Je veux redonner la vie aux autres comme je l'ai fait avec Camila », disait-elle. Ce nom, Camila, n'était plus seulement celui d'une victime ayant survécu à un crime. C'était un symbole. C'était le nom du foyer. C'était la détentrice d'une vérité qui avait enterré le mensonge. C'était la femme sortie de sa tombe sans haine. Avec des cicatrices, oui. Mais sans soif de vengeance. La nuit, une fois les fillettes endormies, Camila écrivait. Elle le faisait dans une petite pièce, avec un bureau en bois rustique et une lampe à lumière chaude. À ses côtés, une photo de sa mère. Une autre de son père. Et une plus récente, elle serrant Esperanza dans ses bras devant le portail de la finca, désormais repeint et décoré de fleurs que les filles avaient elles-mêmes plantées. Le titre du livre apparut un matin, alors qu'elle écoutait la pluie frapper le toit de zinc, sous la terre, « Je suis née à nouveau ». Elle l'écrivit en 6 mois. Chaque mot pesait. Elle ne voulut rien adoucir. Elle raconta sa vie avec une honnêteté douloureuse. Elle parla de son enfance, de l'amour pour son père, du moment où tout avait basculé. Elle raconta son expérience dans l'obscurité. Non pas pour raviver l'horreur, mais pour honorer la vie. Elle n'omit ni la peur, ni la colère.
Mais elle cacha encore moins sa décision la plus importante, pardonner sans oublier. Lorsqu'elle termina, elle l'envoya à une petite maison d'édition, sans prétention. Elle pensait que quelqu'un le lirait peut-être en silence. Ce qu'elle ne s'attendait pas à voir, c'était que l'histoire devienne un phénomène. Le livre traversa les frontières. Il fut traduit en plusieurs langues. On lui écrivit depuis la Colombie, l'Argentine, l'Espagne, le Mexique. Des femmes abusées, des filles qui voulaient être Esperanza, des familles ayant perdu leurs filles. Camila ne répondit pas à tous. Elle ne pouvait pas. Mais elle lut chaque mot. Et elle pleura. Non de tristesse. De gratitude. Avec l'argent du livre, elle fit construire une nouvelle aile dans la finca. Un petit centre éducatif, avec des tableaux, des chaises, des ordinateurs donnés et une bibliothèque qui grandissait chaque mois. Elle fit poser une plaque à l'entrée, pour celles qui furent invisibles. Désormais, plus personne ne pourra détourner le regard. Un matin, alors qu'elle aidait les plus petites à planter des tournesols, une fillette appelée Belan, âgée de seulement 7 ans, lui demanda. « Comment as-tu su que tu allais vivre ?» Camila s'arrêta. Elle s'essuya les mains avec son tablier et s'assit à côté d'elle. « Je ne l'ai pas su. Mais je n'ai pas accepté de mourir. » La fillette la regarda, confuse. « Alors pourquoi as-tu vécu ?» Camila lui caressa la joue. « Parce qu'il y a des choses que le mal ne pourra jamais enterrer. » La fillette acquiesça avec l'innocence de celle qui comprend sans comprendre. Elle continua à planter, pendant que Camila levait les yeux vers le ciel. Les nuages bougeaient lentement. Le soleil commençait à filtrer entre les arbres. Ce soir-là, il y eut un dîner spécial. Sans raison précise. Juste de la gratitude. Les filles mangèrent du riz au poulet et rirent la bouche pleine. Camila prépara de la limonade et leur raconta une histoire inventée sur une fourmi qui voulait devenir lion. Esperanza récita un poème qu'elle avait mémorisé d'un vieux livre. Et tout applaudirent. Non parce qu'elle comprenait chaque mot, mais parce qu'elle savait que la voix de cette fillette était un miracle. Après les avoir couchés, Camila s'assit seule dans le salon, un carnet entre les mains. Elle commença à écrire une lettre qu'elle ne comptait envoyer à personne. Elle avait juste besoin de le dire. « Papa, je ne sais pas si tu peux me voir, mais cette finca n'est plus la même. Elle n'est plus remplie de camions d'avocats, ni des cris des ouvriers, ni des ordres des patrons. Elle est remplie de rire. Elle est remplie de filles qui sont arrivées brisées et qui sont en train de se reconstruire. Parfois, je crois que tout ce qui s'est passé était pour m'amener ici. Pour que je comprenne ce qu'est une mission. Je ne t'en veux plus. Tu me manques, simplement. Mais maintenant j'ai une nouvelle famille. Une qui n'est pas née avec moi, mais qui m'a choisi. Comme moi j'ai choisi de vivre. » Elle referma la lettre sans la signer. Ce n'était pas nécessaire. Lorena était toujours à l'hôpital pénitentiaire. Personne ne lui rendait visite. Son corps était une coquille. Ses yeux ouverts fixaient le vide. Parfois, elle murmurait des mots sans sens. Les infirmiers disaient qu'elle répétait des noms. Arturo. Camila. Esperanza. Et d'autres fois, elle parlait seule, comme si elle creusait une tombe imaginaire avec ses mains immobiles. Personne ne lui souhaitait plus de douleur. Elle n'était plus un monstre. Elle était un avertissement vivant. Un miroir du prix que paie l'âme quand elle se nourrit de haine et d'ambition. Un jour, Esperanza demanda à Camila si elle pouvait aller au village pour apporter des livres à la bibliothèque locale. Elle accepta. Elles marchèrent ensemble sur la place. Les gens les saluaient avec respect. Pas avec curiosité. Pas avec pitié. Avec respect. Une dame âgée, les mains tremblantes, s'approcha et dit à Camila. « Merci d'être revenue. Beaucoup n'y parviennent pas. » Camila lui sourit. « Je ne suis pas revenue seule. On m'a sortie de terre avec de l'amour. » Ce soir-là, alors que le vent frappait les vitres de la finca, la voix de Camila résonna en voix off dans une vidéo documentaire réalisée par une jeune journaliste locale pour une école de communication. Le mal creuse sa propre tombe. Mais le bien fleurit toujours. Et quand il fleurit, il le fait avec force. Parce que le bien ne crie pas, ne s'impose pas. Il pousse,
Simplement. Et quand le monde s'y attend le moins, il transforme ce que l'enfer a touché en un morceau de ciel. Et à cet endroit, où jadis on tissait des mensonges, on tissait désormais des contes. Là où régnaient les cris de douleur, on chantait maintenant des chansons d'enfants. Et là où quelqu'un avait été enterré vivant, beaucoup naissaient à nouveau, sous le même ciel. Là où le mal voulait régner, le bien planta son jardin. Et il ne laisserait plus jamais personne l'écraser. Jamais. Beaucoup de personnes traversent des situations similaires. Nous espérons que la voix de Camila Maldonado vivra dans ton cœur. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec tes amis et fais partie du changement. Dis-nous en commentaire, que ferais-tu dans une situation semblable? D'où nous regardes-tu? Nous serions ravis de le savoir. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de partager avec tes amis et ta famille en signe de soutien. Cela nous motive à continuer de proposer des récits émouvants chaque jour. Ne manque pas la prochaine histoire surprenante qui est sur le point d'apparaître sur ton écran. Clique sur les liens qui s'affichent en ce moment même, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Un grand câlin.